Dans la vaste bibliothèque de la vie, une simple faute de frappe peut être une condamnation à mort. Pendant des décennies, nous ne pouvions que lire les mots. Puis, un jeune esprit, autrefois inspiré par la magie du cinéma, a construit un outil concret. Il a plongé dans le monde microbien et a forgé un scalpel microscopique, une fonction biologique de recherche et remplacement pour l'ADN. Avec cela, il est devenu le premier à modifier avec succès des cellules humaines, ouvrant un avenir où les maladies héréditaires pourraient être effacées. Mais ce pouvoir divin a déclenché une bataille féroce autour de son invention et a forcé l'humanité à poser une question terrifiante. Juste parce que nous pouvons réécrire notre propre code, le devrions-nous ? N'oublie pas de mettre un like, de laisser un commentaire et de t'abonner. Soutiens le contenu qui t'intéresse, il y en aura plus. Fang Zhang est né en 1981 à Shijiazhuang en Chine, dans une famille qui valorisait l'éducation et la curiosité. Sa jeunesse a été façonnée par une culture de fortes attentes académiques, mais le monde qu'il connaissait était sur le point d'être complètement réécrit. À l'âge de 11 ans, lui et sa mère ont immigré aux États-Unis, échangeant la vaste ville industrielle contre les rues calmes et bordées de champs de maïs de Des Moines, dans l'Iowa. Ce déménagement fut un choc sismique. Il est arrivé ne connaissant presque pas l'anglais, plongé dans un collège où chaque conversation était un brouillard de sons incompréhensibles. Il était un étranger dans tous les sens du terme. La solitude de ses premières années était profonde, tandis que d'autres enfants naviguaient les complexités sociales de l'adolescence. Feng était enfermé dans un monde silencieux, luttant pour se connecter. Mais dans cet isolement, il a trouvé un refuge. Les langages universels des mathématiques et des sciences. Dans la logique pure d'une équation ou le résultat prévisible d'une réaction chimique, il n'y avait pas de barrière culturelle. Les angles d'un triangle étaient les mêmes en Iowa qu'à Shijiazhuang. Cela est devenu son encre. Il a concentré toute son attention sur ses études, non seulement pour suivre le rythme, mais pour communiquer de la seule manière qu'il pouvait. Cette période intense d'adaptation a forgé une profonde résilience et une puissante capacité à résoudre des problèmes de manière ciblée, ce qui allait définir toute sa carrière. Puis, un après-midi, Hollywood a fourni une étincelle qui allait allumer son avenir. Il s'est assis dans une salle obscure et a regardé le film Jurassic Park. Pour la plupart, le film était un spectacle palpitant sur des dinosaures ressuscités. Mais pour Feng, les dinosaures étaient presque sans importance. Il était hypnotisé par quelque chose d'entièrement différent, les scènes de laboratoire. Il a regardé la séquence animée expliquant comment les scientifiques extrayaient de l'ADN ancien, en réparaient les lacunes et programmaient essentiellement une créature vivante. Ce fut une révélation. Le film lui a montré que la biologie n'était pas seulement un sujet à mémoriser, c'était un code. C'était un langage qui pouvait être lu, compris et, surtout, édité. Cette seule expérience cinématographique a tout changé. Elle a transformé sa perception de la science, passant d'un acte passif d'observation à une entreprise active et créative. La vie n'était pas un texte figé à étudier, mais un manuscrit rempli de phrases qui pouvaient être réécrites pour le mieux. L'idée a pris racine dans son esprit avec une force incroyable. Il ne voulait pas seulement être un scientifique qui découvre ce qu'est la vie. Il voulait être un bâtisseur, un ingénieur, un forgeron d'outils capable de créer les instruments pour changer ce que la vie pourrait être. Ce fut le moment où la mission de sa vie a commencé à se cristalliser. Construire les outils qui permettraient à l'humanité de réécrire le code de la vie elle-même. Ce n'était pas une fantaisie d'adolescent passagère, c'était une obsession froide et implacable. Alors qu'il était encore au lycée, Feng a décidé qu'il ne pouvait pas attendre l'université pour commencer son travail. Il a commencé à appeler et à envoyer systématiquement des courriels à tous les laboratoires qu'il pouvait trouver dans la région de Des Moines, demandant une chance de travailler, d'apprendre, de contribuer. La plupart l'ont ignoré ou l'ont repoussé. Un lycéen, surtout un qui maîtrisait encore l'anglais, était plus un fardeau qu'une aide, mais sa persévérance a porté ses fruits.
Un laboratoire de thérapie génique, impressionné par sa pure détermination, lui a finalement offert un stage. Ce fut son premier tournant. Il est entré dans ce laboratoire et a su qu'il était chez lui. Ce n'était pas une salle de classe avec des problèmes théoriques, c'était la ligne de front. Le défi central du laboratoire et de tout le domaine de la thérapie génique à l'époque était d'une simplicité frustrante à comprendre, mais presque impossible à résoudre. Les scientifiques savaient quels gènes causaient certaines maladies, comme la mucoviscidose ou l'anémie falciforme. Le rêve était de délivrer une copie saine du gène défectueux dans les cellules d'un patient pour résoudre le problème. Conceptuellement, c'était comme savoir qu'une maison a une chaudière cassée et en avoir une toute neuve prête à être installée. Le problème était la livraison. Comment faire entrer la nouvelle chaudière dans la maison? L'outil principal à l'époque était un virus. Les scientifiques vidaient un virus, enlevaient ces parties nocives et y inséraient le bon gène. Mais les virus étaient imprévisibles. Ils pouvaient déclencher une dangereuse réponse immunitaire ou ils pouvaient insérer le nouveau gène au mauvais endroit, parfois même en causant un cancer. Le domaine était désespéré d'un meilleur système de livraison, d'un moyen plus sûr et plus précis d'acheminer la correction génétique à sa cible. En travaillant dans ce laboratoire, Feng a expérimenté cette limitation de première main. Il ne se contentait pas de laver la verrerie. Il était un contributeur, immergé dans la lutte quotidienne contre les outils maladroits de l'époque. Il a vu l'immense promesse de la médecine génétique freinée par un problème d'ingénierie fondamentale. C'était comme essayer de pratiquer une chirurgie cérébrale avec une masse. La vision était claire, mais les instruments étaient rudimentaires et dangereux. Cette exposition précoce aux limites pratiques de l'ingénierie génétique ne l'a pas découragé. Elle l'a obsédé. Elle a solidifié la mission qui avait pris vie en regardant un film. Le monde n'avait pas seulement besoin de plus de découvertes sur ce que font les gènes. Il avait besoin d'une nouvelle génération d'outils pour y remédier. Il savait que des instruments meilleurs, plus précis et plus élégants étaient nécessaires pour libérer le véritable potentiel de la médecine. Il est parti à l'université, non seulement en tant qu'étudiant, mais en tant qu'apprenti forgeron d'outils avec une mission singulière, les construire. Lorsque Feng Zhang est arrivé à l'université de Stanford pour poursuivre son doctorat, le cerveau humain était encore l'une des dernières grandes frontières de la science. C'était une boîte noire contenant 86 milliards de neurones, une forêt dense et enchevêtrée de signaux électriques et chimiques. Les scientifiques pouvaient observer l'activité du cerveau avec des scanners ou étudier des neurones individuels au microscope. Mais ils ne pouvaient pas répondre à la question la plus fondamentale. Que fait réellement cette cellule spécifique? C'était comme regarder une vaste ville scintillante depuis l'espace la nuit. On pouvait voir toutes les lumières, mais on n'avait aucun moyen de savoir quel bâtiment contrôlait le réseau électrique, lequel gérait l'approvisionnement en eau, ou lequel était une simple maison sans importance. Pour vraiment comprendre la ville, il fallait un moyen d'actionner les interrupteurs dans chaque bâtiment, un par un. Travaillant dans le laboratoire de Karl Deisseroth, Zhang s'est consacré à la résolution de ce problème impossible. L'idée centrale de l'équipe était à la fois audacieuse et brillante. Ils se sont tournés vers l'une des formes de vie les plus simples sur Terre, les algues d'étang. Cet humble organisme possédait une protéine qui agissait comme un minuscule panneau solaire, convertissant la lumière en énergie électrique. La question qu'ils se sont posée était radicale, et si l'on pouvait prendre le gène de cette protéine sensible à la lumière et l'insérer dans un seul neurone du cerveau d'une souris. Le résultat serait révolutionnaire. Ce serait comme installer un interrupteur directement dans une cellule cérébrale. Pour la première fois, les scientifiques pouvaient diriger une minuscule lumière à fibre optique vers un groupe spécifique de cellules et, d'une simple pression sur un interrupteur, les activer. Le concept était une chose, mais le faire fonctionner en était une autre.
C'est là que le génie de Zhang en tant que forgeron d'outils a brillé. Il n'exécutait pas seulement un plan, il affinait, améliorait et perfectionnait le système. Il a travaillé avec une précision implacable pour rendre l'outil plus efficace et plus fiable. La technique qu'ils ont mise au point est devenue connue sous le nom d'optogénétique et elle a transformé les neurosciences presque du jour au lendemain. Soudain, les chercheurs pouvaient activer les neurones associés à la faim et regarder une souris manger, ou activer les cellules liées à la peur et la voir se figer. La boîte noire du cerveau avait enfin un manuel d'instructions et Feng Zhang en était l'un des auteurs clés. Il était déjà passé maître dans l'art d'adapter un système naturel d'un organisme simple pour construire un outil puissant à une nouvelle fin. Son travail révolutionnaire sur l'optogénétique l'a rendu célèbre. Avant même d'avoir terminé son doctorat, il s'est vu offrir un poste pour diriger son propre laboratoire au prestigieux Broad Institute du Massachusetts Institute of Technology et de Harvard. Il était incroyablement jeune pour se voir confier une telle responsabilité. Et la pression de réussir était immense. Il a construit un laboratoire axé sur le dépassement des limites de l'optogénétique et d'autres méthodes de cartographie du cerveau. Son parcours professionnel semblait clair et destiné à la grandeur dans ce domaine qu'il avait contribué à créer. Il était une figure de proue dans le monde des neurosciences, un développeur d'outils accomplissant sa mission. Puis, au début de 2011, tout a changé. Zhang a assisté à un séminaire sur un sujet éloigné de ses propres recherches. L'orateur discutait d'un système immunitaire étrange et obscur trouvé chez les bactéries. Il s'appelait CRISPR, un acronyme pour un nom si technique que la plupart des gens dans la salle l'ont probablement oublié un instant plus tard. L'orateur a expliqué comment certaines bactéries utilisent ce système pour se défendre contre les virus. Elle crée essentiellement une bibliothèque d'ADN virale comme une collection de photos d'identité judiciaire. Si un virus attaque à nouveau, la bactérie utilise une protéine spéciale appelée K9, guidée par un morceau d'ARN pour trouver l'ADN envahisseur et le couper en morceaux. C'était une pièce fascinante de l'histoire naturelle, une astuce intelligente de l'évolution microbienne. Alors que d'autres, dans l'auditoire, voyaient une curiosité biologique intéressante, Feng Zhang a vu quelque chose d'entièrement différent. Son esprit, toujours à la recherche du prochain outil, a immédiatement commencé à déconstruire le système. Il a vu un guide qui pouvait trouver une séquence spécifique d'ADN, il a vu des ciseaux moléculaires qui pouvaient faire une coupe précise. Il n'a pas seulement vu un mécanisme de défense bactérien, il a vu le contour flou d'une fonction universelle de recherche et remplacement pour le code de la vie lui-même. L'électricité intellectuelle de ce moment fut profonde, il a réalisé que si ce système pouvait être exploité et reprogrammé, il pourrait potentiellement être utilisé pour éditer des gènes non seulement chez les bactéries, mais chez n'importe quel organisme, y compris les humains. Il est sorti de ce séminaire un scientifique différent. La voie claire et réussie de l'optogénétique semblait soudain moins importante que le potentiel risqué et non prouvé de CRISPR. Ce fut le tournant, le moment où il a décidé de prendre un pari risqué. Il est retourné à son laboratoire et a pris une décision difficile. Il allait pivoter, détournant un temps précieux des fonds et de la main-d'œuvre de ses célèbres recherches en neurosciences vers cette nouvelle frontière incertaine. Ses collègues ont pu penser qu'il était fou. Il abandonnait une valeur sûre, un domaine dans lequel il était déjà un leader pour courir après une idée spéculative basée sur une protéine bactérienne. C'était un risque de carrière de la plus haute importance. Et s'il échouait, il aurait gaspillé des années de travail et terni sa réputation de brillant jeune professeur. Mais son intuition de bâtisseur d'outils, le même instinct, qui le poussait enfant, inspiré par un film, lui disait que c'était l'avenir. Il a dit la célèbre phrase « Je suis un développeur d'outils. Mon objectif est de donner aux autres scientifiques les moyens de découvrir de nouvelles technologies afin qu'ils puissent faire des découvertes. » Il a vu dans CRISPR l'outil ultime, une technologie si puissante qu'elle pourrait redéfinir la biologie. La décision était prise.
Le bourdonnement silencieux de son laboratoire était sur le point d'être remplacé par l'énergie silencieuse et frénétique d'une course. Il avait fait son pari. Maintenant, dans son laboratoire du Broad Institute, une course silencieuse et frénétique était sur le point de commencer, une course pour voir si ce système de défense bactérien pouvait être reprogrammé pour éditer le code même de la vie humaine. À l'été 2012, un seul article de recherche a envoyé un choc électrique dans le monde de la biologie. Deux scientifiques, Jennifer Doudna de l'Université de Californie à Berkeley et Emmanuel Charpentier, alors à l'Université de Vienne, ont publié une étude marquante. Elles avaient montré que le système immunitaire bactérien, CRISPR, pouvait être programmé pour couper n'importe quel brin d'ADN qu'elles voulaient, avec précision et efficacité, dans une éprouvette. C'était un chef-d'œuvre de science fondamentale, une révélation stupéfiante de la machinerie cachée de la nature. Pour Feng Zhang, c'était le son d'un coup de pistolet de départ tiré juste à côté de son oreille. La course était lancée. Le défi à relever était monumental. Prouver qu'un outil fonctionne dans l'environnement propre et contrôlé d'une éprouvette est une chose. Le faire fonctionner à l'intérieur de la complexité chaotique et fortifiée d'une cellule humaine vivante est un tout autre univers. Une cellule bactérienne est un simple atelier d'une seule pièce. Une cellule humaine est une ville tentaculaire, et son ADN ne flotte pas simplement. Il est enfermé dans une forteresse appelée le noyau, enroulé étroitement comme 3 milliards de lettres de code emballées sur des bobines microscopiques. Faire fonctionner le système CRISPR là-dedans, c'était comme essayer de faire une chirurgie microscopique à l'intérieur d'un coffre-fort verrouillé pendant un tremblement de terre. Le laboratoire de Zheng a dû résoudre une série de problèmes qui semblaient presque impossibles. Premièrement, il devait trouver comment faire passer les outils au-delà des défenses de la cellule. Il devait te livrer deux composants, la protéine K9, qui agit comme une paire de ciseaux moléculaires, et un morceau spécial d'ARN appelé guide, qui agit comme un GPS moléculaire. L'ARN guide est programmé avec une adresse spécifique, une séquence d'environ 20 lettres d'ADN. Son travail est de trouver cette adresse exacte parmi les 3 milliards de lettres du génome humain et de dire au ciseau K9 précisément où couper. Si la livraison échouait, rien ne se passerait. Si le guide allait à la mauvaise adresse, cela pourrait être catastrophique, coupant un gène sain et causant une maladie au lieu de la guérir. Ce n'était pas seulement un obstacle technique, c'était tout le jeu. La première personne à prouver que CRISPR pouvait être utilisé comme une fonction fiable de recherche et remplacement pour l'ADN humain ne ferait pas seulement une amélioration du travail de Doudna et Charpentier. Elle inventerait l'outil qui pourrait réellement changer la médecine pour toujours. Et à travers le pays, à Berkeley, l'équipe de Doudna travaillait furieusement sur exactement le même problème. Deux des meilleurs laboratoires du monde étaient maintenant engagés dans un sprint silencieux et à enjeu élevé pour l'une des percées les plus importantes de l'histoire des sciences de la vie. L'atmosphère dans le laboratoire de Zheng au Broad Institute est devenue chargée d'un mélange d'excitation intense et de pression écrasante. L'information était une denrée gardée. Les conversations lors des conférences lui sont devenues des danses soigneusement formulées, alors que les scientifiques de différents laboratoires essayèrent de glaner des indices sur les progrès des autres sans révéler les leurs. Des rumeurs circulaient dans la communauté scientifique sur qui était proche, qui avait atteint un mur et qui était sur le point de publier. Pour Zhang et son équipe, les jours se sont fondus dans un cycle incessant de conception d'expériences, de leur exécution et de la confrontation à la brutale binarité du succès ou de l'échec. Ils travaillaient contre la montre et contre un concurrent brillant et bien financé. L'article de Doudna et Charpentier avait posé les bases, mais l'équipe de Zhang construisait la machine réelle. Ils ont bricolé les composants, optimisant la protéine K9 pour la rendre plus efficace dans les cellules humaines et concevant l'ARN guide pour qu'il soit plus stable et précis. Chaque petite victoire était un pas en avant, mais l'objectif final restait insaisissable. Les semaines se sont transformées en mois. La pression était immense, non seulement pour la gloire d'être le premier,
mais pour le potentiel de débloquer des traitements pour des milliers de maladies génétiques incurables. La dernière poussée est tombée sur les épaules de Lekong, un brillant chercheur postdoctoral dans le laboratoire de Zhang. Il menait les expériences critiques, préparant méticuleusement des cellules humaines dans des boîtes de culture, livrant les composants CRISPR, puis attendant le processus était d'une lenteur agonisante. Après la tentative d'édition, les cellules devaient être cultivées, leur ADN extrait puis séquencé pour voir si la chirurgie microscopique avait réellement fonctionné. C'était comme envoyer un message dans une bouteille et attendre des semaines pour voir s'il atteignait sa destination. Les échecs étaient fréquents et démoralisants. Puis un jour, les données sont arrivées. Lekong et Zhang se sont penchés sur un écran d'ordinateur, le cœur battant. Ils ont fait défiler des lignes de code génétique, les lettres A, C, G et T, se brouillant devant leurs yeux. Ils cherchaient un tout petit changement spécifique à un endroit précis du génome, et puis ils l'ont vu. Une édition claire, sans ambiguïté, parfaite. Les ciseaux moléculaires avaient franchi les murs de la forteresse, trouvé la page exacte dans un livre de 3 milliards de pages et changé une seule lettre. Cela a fonctionné. Cela a vraiment fonctionné. Le sentiment dans le laboratoire n'était pas seulement un cri de victoire, mais une vague d'émerveillement profond. C'était un mélange d'euphorie pure et non altérée, et de la réalisation vertigineuse et terrifiante de ce qu'ils venaient de faire. À ce moment-là, le code abstrait de la vie est devenu quelque chose de tangible, quelque chose d'éditable. Ils ont compris que le monde avait changé. Un système de défense bactérien affûté sur 1 milliard d'années d'évolution pour combattre les virus venait d'être réutilisé avec succès comme un traitement de texte pour le génome humain. Le pouvoir de corriger les fautes de frappe qui causent des maladies comme l'anémie falciforme, la mucoviscidose et la maladie de Huntington n'était plus un rêve lointain. C'était maintenant une réalité. Brillant sur un écran d'ordinateur dans leur laboratoire, ils avaient gagné la course scientifique, se précipitant pour rédiger leur découverte. Leur article fondateur, démontrant pour la première fois que CRISPR-Cas9 pouvait être utilisé pour l'édition du génome dans les cellules humaines, a été publié dans la revue Science en janvier 2013. Mais le moment de triomphe fut éphémère. Dans le monde de la science à enjeux élevés, une découverte n'est que le début de la bataille. La lutte pour le crédit, pour les brevets et pour le contrôle d'une technologie valant des milliards était sur le point d'éclater. Au moment où l'article de Feng Zhang a été publié en janvier 2013, le monde de la recherche biologique a basculé sur son axe. Le bourdonnement silencieux de son laboratoire a été remplacé par une explosion de bruit. Les téléphones n'arrêtaient pas de sonner. Sa boîte de réception a été inondée de milliers de messages de scientifiques du monde entier, tous demandant les outils, les protocoles, les plans génétiques de ce nouveau système magique. La réponse a été immédiate et écrasante. Les laboratoires, qui avaient passé des années à lutter avec des méthodes d'édition génique maladroites et inefficaces, voyaient maintenant une voie pour répondre à des questions qu'ils pensaient autrefois impossibles. Zhang et son équipe n'avaient pas seulement fait une découverte, ils avaient allumé un feu de forêt. Pour Zhang, c'était la validation ultime de sa philosophie de forgeron d'outils. Son objectif était de donner aux autres scientifiques les moyens d'agir, et maintenant il le faisait à l'échelle mondiale, mais il a également vu une voie plus directe et urgente à suivre. Un outil aussi puissant ne pouvait pas rester dans les laboratoires universitaires. Il avait le potentiel de guérir des maladies, de sauver des vies, mais le chemin d'un article de recherche à un médicament approuvé est long, coûteux et périlleux. Le milieu universitaire pouvait faire le premier pas, mais l'industrie était nécessaire pour courir le marathon. C'est cette prise de conscience qui l'a conduit à cofonder Editas Medicine, une entreprise de biotechnologie avec une mission singulière et audacieuse.
transformer la promesse de CRISPR en thérapie réelle pour les patients aussi vite que possible. Ce passage du banc de laboratoire au conseil d'administration a révélé une autre facette de Feng Zhang. Il n'était pas seulement un brillant inventeur, il était un pragmatique qui comprenait qu'une science qui change le monde nécessitait un financement de classe mondiale et une ingénierie ciblée. La fondation d'Editas a instantanément augmenté les enjeux. CRISPR n'était plus seulement un fascinant puzzle académique. C'était maintenant une technologie avec le potentiel de générer des milliards de dollars et de perturber toute l'industrie pharmaceutique. Cette commercialisation, bien que nécessaire au développement de remèdes, a également jeté de l'essence sur les braises de la compétition scientifique. Une lutte se préparait et elle ne porterait pas sur qui avait publié en premier, mais sur qui possédait l'invention elle-même. Pour comprendre le conflit qui a suivi, il faut comprendre le monde étrange et souvent contre-intuitif des brevets. Un brevet n'est pas toujours accordé à la personne qui découvre en premier un phénomène naturel. On ne peut pas breveter la loi de la gravité. Au lieu de cela, un brevet est accordé pour une invention, une application nouvelle et utile d'une découverte. C'est la différence entre découvrir le feu et inventer le four. L'équipe de Doudna et Charpentier avait brillamment découvert le feu, montrant comment CRISPR-Cas9 fonctionnait sur l'ADN brut dans un tube à essai. Mais l'équipe de Feng Zhang, soutenue par la puissance stratégique du Broad Institute, du Massachusetts Institute of Technology et de Harvard, affirmait avoir inventé le four. Ils furent les premiers à prouver qu'il pouvait être utilisé pour chauffer une maison humaine, ou dans ce cas, pour modifier des gènes à l'intérieur d'une cellule eucaryote complexe, armée de cahiers de laboratoire méticuleusement datés montrant leur progrès. Tout au long de 2012, l'équipe juridique du Broad Institute fit un mouvement audacieux et agressif. Elle déposa une demande de brevet d'accélérer, non pas sur l'idée générale de CRISPR, mais sur son application spécifique et commercialement critique, l'utilisation du système CRISPR-Cas9 pour éditer le génome des cellules eucaryotes. Ce fut la clé qui débloqua son utilisation chez toutes les plantes, les animaux et surtout en médecine humaine. Leur argument était simple et puissant. Alors que d'autres avaient montré ce qui était possible en théorie, le laboratoire de Zhang fut le premier à le construire, à le tester et à prouver qu'il fonctionnait réellement dans le seul contexte qui comptait vraiment pour le développement de thérapies humaines. Ils présentèrent les preuves, montrant les ajustements moléculaires spécifiques et les étapes d'ingénierie que leur équipe avait dû inventer pour faire fonctionner le système bactérien à l'intérieur d'un noyau humain. Ce fut un pari juridique à enjeu élevé, qui contourna la question de savoir qui avait publié le premier article fondateur et se concentra plutôt sur qui avait livré l'invention finale et fonctionnelle. La stratégie fut un coup de maître de positionnement juridique et scientifique conçu pour sécuriser la propriété intellectuelle de la technologie qui formerait la pierre angulaire de sociétés comme Edita. Lorsque l'Office des brevets et des marques des États-Unis examina la demande du Broad Institute, il fut convaincu, en 2014, il accorda le premier brevet fondamental pour l'utilisation de CRISPR dans les cellules eucaryotes à Feng Zhang et au Broad. Pour l'équipe de l'Université de Californie, Berkeley, ce fut une déclaration de guerre. Ils avaient de publier l'article fondateur et, à leurs yeux, l'application dans les cellules humaines était une étape suivante évidente qu'ils poursuivaient également. La nouvelle fut un choc et elle déclencha immédiatement l'un des litiges de brevets les plus amers, coûteux et médiatisé de l'histoire de la science. La communauté scientifique qui avait universellement célébré la technologie commença alors à se fracturer. Des lignes furent tracées et des camps furent choisis. Certains chercheurs prirent parti pour Doudna et Charpentier, les considérant comme les véritables pionnières dont la découverte fondamentale avait été injustement usurpée par le pouvoir institutionnel et l'ingéniosité juridique du Broad Institute. D'autres prirent le parti pour Zhang,
arguant que le saut d'un tube à essai à une cellule humaine était une étape inventive monumentale en soi, et que celui qui l'avait réalisé méritait le brevet. Le débat fit rage dans les revues scientifiques, sur les blogs et lors des conférences. L'Office américain des brevets, confronté à des revendications concurrentes, déclara officiellement une procédure d'interférence. Il s'agit d'une bataille juridique rare et complexe, conçue pour déterminer le véritable inventeur original d'une technologie contestée. Ce n'était plus une compétition amicale entre laboratoires, c'était un conflit formel et contradictoire, avec des équipes d'avocats coûteux, des dépositions et des accusations publiques. La lutte pour la reconnaissance était désormais une lutte pour le contrôle. Le décor était planté pour un conflit qui allait consommer des années de temps et des millions de dollars. Il opposerait amis contre amis et institution contre institution, jetant une longue ombre sur l'une des découvertes biologiques les plus prometteuses du siècle. La course à la découverte était terminée. La guerre pour l'invention venait de commencer. Ce qui avait commencé comme une pure quête de savoir s'était transformé en une bataille publique et laide, menée non pas dans les laboratoires, mais dans les tribunaux et les communiqués de presse. Pour Feng Zhang, le brillant et modeste forgeron d'outils, cela deviendrait une épreuve du feu épuisante. Ce fut une période sombre qui mettrait à l'épreuve sa détermination, défierait son identité et changerait à jamais sa perception du monde scientifique qu'il avait autrefois envisagé avec une clarté si optimiste. Les premiers coups ne furent pas portés dans un tribunal, mais devant le tribunal de l'opinion publique. Presque du jour au lendemain, le récit commença à changer. Dans les articles, les billets de blog et les murmures lors des conférences scientifiques, une histoire simple, puissante et dommageable prit racine. C'était l'histoire d'un brillant duo de femmes scientifiques qui avaient fait une découverte fondamentale seulement pour être devancée par une institution puissante et bien financée de la côte Est et sa jeune star, Feng Zhang, le discret forgeron d'outils qui se voyait comme un pionnier habilitant le monde, fut soudainement dépeint comme le méchant d'un drame scientifique. Les accusations furent vives et publiques, qu'il avait volé l'idée, que le Broad Institute avait utilisé sa puissance pour revendiquer injustement une invention qui n'était pas la sienne. Pour un homme qui vivait dans le monde propre et objectif des données et de l'expérimentation, l'agression fut désorientante. Il n'était pas un bagarreur. Toute sa carrière avait été bâtie sur un travail ciblé et méticuleux en laboratoire, animé par une curiosité profonde, presque pure. Maintenant, son nom était traîné dans la boue. Il lisait des articles le dépeignant comme un opportuniste calculateur et les mots lui semblaient un coup physique. La joie de la découverte, la course exaltante vers la ligne d'arrivée, était entachée par un récit qui effaçait les années de travail, les aperçus spécifiques et le saut monumental que son laboratoire avait fait pour transformer une curiosité bactérienne en un outil fonctionnant dans les cellules humaines. La bataille ne concernait plus la vérité scientifique. Il s'agissait de savoir qui pouvait raconter l'histoire la plus convaincante. Ce fut le début de sa période sombre. L'immense pression du procès devint un poids constant et écrasant. La procédure d'interférence de brevet menaçait d'invalider non seulement un morceau de papier, mais l'œuvre la plus importante de sa vie. Ces cahiers de laboratoire, autrefois le registre privé de la créativité et de la découverte, étaient maintenant des preuves légales, examinées par les avocats adverses à la recherche de toute incohérence, de tout soupçon. Il fut convoqué pour des dépositions, contraint de rester assis pendant des heures dans des salles de conférences stériles, répondant à des questions hostiles conçues pour le piéger et discréditer sa mémoire. L'expérience était l'antithèse de la science. Au lieu de la collaboration et de la construction sur des idées, il s'agissait de les démolir. Le conflit interne était angoissant. Sa philosophie personnelle, celle qu'il énonçait si souvent, était que son objectif était de donner du pouvoir aux autres scientifiques. Il croyait en la science ouverte, au partage d'outils pour accélérer la découverte pour tous. Maintenant, cette même conviction lui semblait naïve.
un handicap dans un monde d'avocats en propriété intellectuelle et d'enjeux de milliards de dollars. Il ressentait un sentiment croissant d'isolement. La communauté scientifique, autrefois une source de soutien, était maintenant divisée, de nombreux collègues choisissant leur camp. Il fut contraint à une position défensive, incapable de parler librement de son travail de peur que ses paroles ne soient déformées et utilisées contre lui au tribunal. C'était une bataille pour sa réputation, son héritage et la vérité même de sa contribution. L'énergie créatrice qui alimentait son laboratoire était drainée par le stress de la guerre juridique. Des journées furent de passer à consulter l'équipe juridique du Broad Institute, à répéter son témoignage et à revivre chaque étape de sa recherche sous un microscope de suspicion. Il était un scientifique piégé dans le monde d'un avocat et les règles lui étaient complètement étrangères. Mais au milieu de cet assaut, il trouva une ancre, le soutien de son mentor, Eric Lander, et la puissance institutionnelle du Broad Institute furent inébranlables. Ils construisirent un pare-feu autour de lui, gérant la machinerie juridique afin qu'il puisse tenter de retrouver sa concentration. Ce fut pendant cette période qu'il prit une décision interne cruciale. Il pouvait laisser ce combat le consumer, définir sa carrière par ce qu'il avait à défendre, ou il pouvait innover pour sortir de la crise. Il réalisa que la meilleure réponse à la controverse sur son travail passé était de faire plus et mieux de science. Il décida que pendant que les avocats se disputaient K9, il se tournerait vers l'avenir. Il redoublerait d'efforts en matière de découverte, prouvant qu'il n'était pas seulement l'inventeur d'un outil, mais un véritable maître dans la découverte et l'ingénierie des secrets de la nature. Ce fut une résolution stratégique née d'une immense pression. Il ne serait pas défini par le combat, il serait défini par ce qu'il construirait ensuite. Cette nouvelle orientation devint son sanctuaire. Il poussa son laboratoire en territoire inexploré, loin du terrain battu de K9. Il décida que si le monde allait se disputer un système, il en trouverait simplement d'autres. Cette résolution fut un tournant transformant son anxiété et sa frustration en un puissant carburant créatif. Il canalisait l'immense pression du procès en une quête incessante de nouvelles découvertes. Puis, un jour, la nouvelle arriva. L'Office des brevets et des marques des États-Unis avait rendu son verdict initial dans la procédure d'interférence. La décision fut une victoire éclatante pour Zhang et le Broad Institute. L'Office des brevets statua que leur invention, l'utilisation de CRISPR-Cas9 dans les cellules eucaryotes, était une invention distincte et séparée du travail fondamental réalisé par Doudna et Charpentier. Ce fut un moment de profonde justification publique. Le système juridique avait affirmé leurs revendications et reconnu l'étape inventive cruciale que son laboratoire avait franchie. Il y eut une vague de soulagement, un bref moment d'expiration après des années à retenir son souffle. Mais ce ne fut pas un triomphe pur. La victoire au tribunal n'effaça pas le récit public, ni ne mit fin au débat plus large sur qui méritait le crédit ultime pour la révolution CRISPR. Les cicatrices de la bataille demeuraient. Il avait perdu une certaine innocence quant au processus scientifique. Il comprit maintenant que la découverte ne suffisait pas. L'histoire de cette découverte et le pouvoir utilisé pour façonner cette histoire étaient tout aussi importantes. L'expérience l'endurcit, mais elle aiguisa également sa concentration. Il avait affronté le côté le plus laid de la science à enjeux élevés et avait survécu. Il émergea du creuset de la guerre, des brevets non pas brisés, mais avec un sens du but plus clair et plus résolu. Il était un forgeron d'outils, et il restait encore tant d'outils à construire. Au lieu d'être consumé par la bataille juridique, Feng Zhang trouva l'évasion ultime en s'enfonçant plus profondément dans le travail. Il transforma son laboratoire en une bibliothèque de toute vie, un lieu de découverte incessante. Pour un étranger, un coin de son laboratoire aurait pu ressembler à une poubelle de recyclage. Il était rempli d'une collection originale de pots de yaourt vides du monde entier. Mais pour Zhang, c'était un trésor. Chaque récipient contenait un écosystème unique de bactéries, et chaque bactérie était une mine d'or potentielle.
une minuscule machine biologique qui avait passé des milliards d'années à perfectionner des outils moléculaires pour survivre. Il était un bioprospecteur, chassant les secrets de la nature non pas dans une jungle lointaine, mais dans un rayon de produits de laitiers. Ce processus était la forme la plus pure de sa philosophie de forgeron d'outils. Pourquoi inventer un nouvel outil de toutes pièces quand la nature en avait déjà construit des millions ? Son équipe commença une recherche systématique, séquençant l'ADN de ces diverses bactéries à la recherche de nouveaux systèmes CRISPR inconnus. Il ne se concentrait plus seulement sur la protéine Cas9, désormais célèbre. Il cherchait ses cousins, ses ancêtres, ses parents étranges et merveilleux, et ils les trouvèrent. Ils découvrirent une protéine appelée Cas12, qui coupait l'ADN d'une manière différente, offrant plus de flexibilité. Puis, ils trouvèrent quelque chose de vraiment révolutionnaire, une famille de protéines appelée Cas13. Cette découverte ouvrirait un chapitre entièrement nouveau en médecine génétique. Le système Cas9 était un marteau-pilon pour l'ADN, le plan directeur permanent de la vie. L'éditer, c'était comme abattre un mur dans un bâtiment, mais Cas13 ne ciblait pas l'ADN du tout, il ciblait l'ARN. Pensez à l'ADN comme au plan de l'architecte en chef enfermé en toute sécurité dans un coffre-fort. L'ARN est comme une photocopie temporaire d'une page de ce plan, envoyée à l'équipe de construction pour le travail d'une journée spécifique. Cas13 pouvait modifier cette photocopie. Cela signifiait que les scientifiques pouvaient désormais modifier temporairement les instructions d'une cellule sans apporter de changement permanent et héritable à son plan directeur fondamental. C'était un outil subtil, plus sûr et plus polyvalent. Il possédait également une propriété unique. En trouvant son ARN cible, il entrait en frénésie, coupant d'autres molécules d'ARN autour de lui. Ce comportement étrange en fit le moteur parfait pour un test de diagnostic, la fondation de la future entreprise de Zhang Sherlock Biosciences. Il n'était pas un succès sans lendemain, il construisait tout un orchestre d'outils moléculaires. Mais à mesure que sa boîte à outils devenait plus puissante, les murmures d'inquiétude au sein de la communauté scientifique se transformèrent en un rugissement mondial. Le pouvoir d'éditer la vie n'était plus un concept théorique, c'était une réalité, présente sur les paillasses des laboratoires du monde entier. Les questions éthiques devinrent assourdissantes. Si nous pouvons réparer un gène qui cause l'anémie falciforme, qu'est-ce qui nous empêche de modifier un gène pour la taille, l'intelligence ou la couleur des yeux ? Le spectre des bébés sur mesure et d'une nouvelle ère d'eugénisme hantait chaque discussion. La technologie avançait plus vite que la capacité de la société à en comprendre les implications. Ce fut le deuxième grand conflit de Zhang, non pas une bataille pour des brevets, mais pour l'âme de sa propre invention. Il se retrouva au centre de cette tempête. Un philosophe roi, réticent du génome. Il aurait pu rester silencieux, caché dans son laboratoire. Au lieu de cela, il monta sur la scène publique, devenant une voix prépondérante pour la prudence et la responsabilité. Bien avant que cela ne devienne une position populaire, il fut l'un des premiers scientifiques clés à appeler à un moratoire mondial sur toute utilisation clinique de l'édition germinale. Le type d'édition qui pourrait être transmis de génération en génération, il argua que la science n'était pas encore assez sûre et plus important encore, que la société n'avait pas encore eu la chance de débattre si nous devions un jour franchir cette ligne. Sa position était claire et cohérente. Dans les interviews et les articles, il répéta un message essentiel. Il croyait qu'il y a tant de choses que nous pouvons faire pour traiter les maladies, et donc nous devons continuer à avancer sur ce front. Mais il le suivait toujours d'un avertissement crucial. Et nous devons également impliquer le public pour avoir une discussion plus large sur ce que nous devrions faire. C'était la déclaration d'un scientifique mature qui comprenait que son travail ne concernait plus seulement les molécules et les cellules. Il s'agissait de l'avenir de l'espèce humaine. Il voyait l'immense potentiel de bien, mais il voyait aussi les chemins sombres où sa technologie pourrait entraîner l'humanité si elle n'était pas contrôlée. Ce sens du but alimenta également son évolution finale et peut-être la plus surprenante, de pur universitaire
à entrepreneur scientifique. Il cofonda non seulement Editas Medicine, mais aussi BIM Therapeutics, une entreprise axée sur une forme d'édition encore plus précise, et Sherlock Biosciences, qui utilisa sa découverte de Cas13 pour créer des diagnostics rapides. Pour certains universitaires, créer des entreprises est considéré comme un éloignement de la pure quête de savoir. Pour Zhang, c'était le contraire. C'était le moyen le plus efficace de remplir sa mission. Il comprenait qu'une découverte en laboratoire n'est qu'une promesse. Transformer cette promesse en un médicament qui atteint le chevet d'un patient nécessite des centaines de millions de dollars, des équipes de spécialistes et une concentration singulière pour laquelle les laboratoires universitaires ne sont pas conçus. Ces entreprises n'étaient pas une distraction de son travail, elles étaient les véhicules conçus pour faire sortir ces outils du laboratoire et les introduire dans le monde aussi rapidement et en toute sécurité que possible. C'était l'expression ultime de son désir de donner du pouvoir aux autres, s'étendant des scientifiques d'autres laboratoires aux médecins et patients des hôpitaux. Il menait maintenant une guerre sur deux fronts. En laboratoire, il était dans une course constante contre l'inconnu, découvrant et affinant la prochaine génération d'outils génétiques. Dans la sphère publique, il était une figure clé du débat éthique le plus important du XXIe siècle, essayant de construire des garde-fous pour la révolution qu'il avait contribué à déclencher. Il accélérait simultanément la science et freinait ses applications les plus dangereuses. Ayant navigué dans les eaux dangereuses de la priorité scientifique et du débat éthique, la validation ultime pour un forgeron d'outils comme Feng Zhang ne viendrait pas d'un office des brevets ou d'un séminaire de philosophie. Elle viendrait du seul endroit qui comptait le plus, la clinique. Pendant des années, la bataille autour de CRISPR avait été menée avec des mots dans les laboratoires, les tribunaux et les journaux. C'était une histoire de brevets, de priorité et de prestige. Mais loin des arguments juridiques et des débats académiques, les véritables enjeux se mesuraient à quelque chose d'entièrement différent. La douleur. Pour Victoria Gray, une jeune mère du Mississippi, la vie était un cycle constant d'agonie. Elle souffrait d'anémie falciforme, une simple erreur dans son code génétique qui tordait ses globules rouges en forme rigide et en croissant. Ses cellules obstruaient ses vaisseaux sanguins, privant son corps d'oxygène et déclenchant des crises de douleur atroces qui donnaient l'impression d'être frappé par la foudre de l'intérieur. Pendant des décennies, ce fut une condamnation incurable à vie. Mais en 2019, elle devint l'une des premières personnes au monde à être traitée avec une thérapie basée sur la technologie de Feng Zhang. Le test ultime de l'outil était sur le point de commencer. La procédure elle-même était une merveille d'ingénierie biologique. Les médecins prélevèrent certaines des propres cellules souches sanguines de Victoria, l'usine même qui produit tout son sang. En laboratoire, ils utilisèrent le système CRISPR-Cas9, la fonction moléculaire de recherche et remplacement que Zhang avait initiée dans les cellules humaines pour accomplir un miracle microscopique. Ils n'essayèrent pas de réparer directement le gène falciforme défectueux. Au lieu de cela, ils ciblèrent un gène différent, une sorte d'interrupteur génétique qui, après la naissance, désactive la production d'hémoglobine fœtale saine. Pensez-y comme à une clé qui verrouille la porte d'une usine parfaitement fonctionnelle peu après notre naissance. En utilisant CRISPR, les scientifiques purent maintenant couper ce verrou, rouvrant définitivement la porte. Les cellules souches éditées, maintenant programmées pour produire de l'hémoglobine saine pour le reste de sa vie, furent ensuite réinjectées dans son corps. L'attente fut angoissante, mais alors, lentement, le changement commença. Les cellules souches corrigées prirent racine. Et pour la première fois, le corps de Victoria commença à produire de vastes quantités de globules rouges sains et ronds. Les crises de douleur qui avaient défini son existence cessèrent simplement. Elle pouvait jouer avec ses enfants sans crainte, planifier un avenir qui n'était pas dicté par le prochain passage aux urgences et respirer sans l'ombre constante de sa maladie.
L'outil abstrait, né d'un système immunitaire bactérien et perfectionné sur une paillasse de laboratoire au Massachusetts, avait atteint sa destination finale. Il ne s'agissait plus seulement d'éditer un gène. Il réécrivait une vie humaine, transformant une histoire de souffrance en une d'espoir. Ce fut une justification plus profonde que n'importe quel brevet ou prix. La guérison de Victoria Gray n'était pas un événement isolé, ce fut le son d'une écluse qui s'ouvrait. La plateforme que Zheng avait aidé à construire commença à déclencher une cascade de percées médicales, chacune ciblant une maladie auparavant incurable. Dans d'autres essais cliniques, des scientifiques utilisèrent ces outils pour s'attaquer à une forme rare de cécité héréditaire. Ils injectèrent la machinerie CRISPR directement dans l'œil, visant à corriger la seule erreur génétique qui privait les gens de leur vue. Pour la première fois, des patients qui avaient vécu dans un monde d'ombre commencèrent à percevoir la lumière et les formes, un témoignage de l'incroyable précision de l'outil. La révolution se propageait. Dans la guerre contre le cancer, CRISPR a fourni une nouvelle arme puissante. Les chercheurs ont commencé à surcharger le système immunitaire humain. Ils ont utilisé la technologie pour modifier les lymphocytes T d'un patient, les transformant en assassins du cancer hautement spécialisés, plus efficaces et plus durables que jamais. Cette nouvelle génération de thérapie CAR-T a montré des promesses immenses contre certains des cancers les plus tenaces et les plus mortels. Simultanément, les outils de diagnostic issus des recherches continues de Zhang, comme le système Cas13 ciblant l'ARN, étaient utilisés par sa société Sherlock Biosciences. Ils ont développé des tests rapides et précis pour les maladies infectieuses, prouvant leur immense valeur pendant la pandémie mondiale de Covid-19. Ils n'avaient pas seulement inventé un seul instrument, il avait construit une boîte à outils polyvalente pour lire, écrire et défendre le code de la vie. La communauté scientifique a pris note alors que le prix Nobel de chimie de 2020 a été décerné à Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna pour la découverte fondamentale du mécanisme CRISPR-Cas9. Le rôle central de Zhang dans la révolution était indéniable. Il a été couvert de presque toutes les autres distinctions majeures en sciences et en médecine. Il a reçu le prestigieux prix international Canada Gardner, souvent considéré comme un précurseur du Nobel. Il a reçu le prix Tang en sciences biopharmaceutiques et le prix du Albany Medical Center, deux des récompenses scientifiques les plus lucratives au monde. Ces honneurs étaient de plus que de simples trophées. Ils étaient à la reconnaissance d'une distinction cruciale dans l'histoire de la science. Alors que la découverte du fonctionnement de CRISPR dans une éprouvette était une réalisation monumentale, c'est Feng Zhang qui a démontré pour la première fois que ce système bactérien pouvait être conçu avec succès pour fonctionner comme un outil d'édition génique précis à l'intérieur de cellules humaines complexes. C'est ce saut vital et inventif qui a libéré son potentiel thérapeutique, capable de changer le monde. Il avait pris la clé et montré à tous comment l'utiliser pour ouvrir la porte à une nouvelle ère de la médecine. Avec les maladies en recul et une nouvelle ère de la médecine qui se levait, le parcours de Feng Zhang était loin d'être terminé. Pour un véritable forgeron d'outils, l'achèvement d'un projet n'est que le fondement du suivant. Quel est donc l'héritage ultime du garçon de Shijia Zhuang qui a été inspiré par un film sur le retour des dinosaures à la vie? Au plus profond du Broad Institute, longtemps après que le monde a commencé à célébrer les remèdes qu'il avait contribué à créer, le laboratoire de Feng Zhang chassait des fantômes. Non pas les fantômes des batailles de brevets passés, mais les insaisissables fantômes de l'esprit humain. Les anomalies moléculaires qui mènent à la dépression, à la maladie d'Alzheimer et à la schizophrénie. Alors que les gros titres se concentraient sur CRISPR corrigeant les troubles monogéniques, Zhang avait déjà des années d'avance, cherchant des outils pour s'attaquer aux affections humaines les plus complexes et les plus déchirantes. Pour lui, la révolution n'a jamais été une question de technologie unique. Il s'agissait d'une frontière sans fin. Il avait donné au monde une paire de ciseaux moléculaires. Mais maintenant,
Il cherchait un moyen de lire les phrases brisées de l'esprit et de comprendre la grammaire du vieillissement lui-même. Sa curiosité implacable le ramenait à la bibliothèque de la nature, la même source qui lui avait donné CRISPR. Il ne cherchait plus seulement des systèmes qui coupent l'ADN. Il était à la recherche d'instruments plus subtils, des outils capables d'enregistrer l'activité cellulaire au fil du temps, des outils capables d'administrer des thérapies sans apporter de modifications permanentes au génome, et des outils capables de diagnostiquer une maladie à partir d'une seule goutte de sang. Il voyait la biologie non pas comme un texte fixe à éditer, mais comme une conversation dynamique et vivante, et il était déterminé à construire les dispositifs qui pourraient écouter et guider doucement le dialogue vers la santé. Cette quête a révélé la vraie nature de son génie. Il n'était pas seulement l'inventeur d'un seul grand outil, il était un maître d'un processus, un pionnier qui savait comment regarder le chaos du monde naturel et y voir l'élégante machinerie cachée. Cette volonté de découvrir et d'innover constamment était assortie d'un engagement égal et peut-être plus profond, celui de partager ses découvertes. Les guerres de brevets avaient été une éducation brutale à la facette féroce et compétitive de la science. Elle l'avait forcé à défendre son travail, son laboratoire et sa réputation. Mais l'expérience ne l'a pas rendu secret ou territorial. Au lieu de cela, elle semblait renforcer sa conviction profonde que la science progresse le plus rapidement lorsqu'elle est partagée. Son laboratoire a développé une réputation d'ouverture radicale. Il publiait de nouveaux outils et protocoles en ligne gratuitement, souvent avant même qu'ils ne soient formellement publiés. Ils expédiaient des plasmides et des réactifs à des milliers de laboratoires à travers le monde, des petits départements universitaires aux grands centres de recherche sans poser de questions. Il construisait activement le monde scientifique dans lequel il voulait vivre, un monde où une grande idée de son laboratoire pouvait être testée dans 1000 autres laboratoires dès la semaine suivante. Ce faisant, il construisait un héritage bien plus vaste que n'importe quelle invention ou brevet. Son véritable héritage n'était pas seulement le système CRISPR lui-même, mais les milliers de scientifiques qu'il a habilités à l'utiliser. Il avait fondamentalement changé le flux de travail de la biologie moderne, transformant un art complexe et élitiste en un artisanat démocratique et accessible. Un étudiant diplômé dans un petit laboratoire pouvait désormais réaliser des expériences qui auraient été impossibles pour les principaux instituts du monde une décennie plus tôt. Il avait remis à une génération de chercheurs les clés du royaume du génome et l'explosion de découvertes qui a suivi était sa justification ultime. Cela nous amène au poids final et impressionnant de l'œuvre de sa vie. Feng Zheng, l'architecte principal de l'ère de l'édition génique, a donné à l'humanité un pouvoir autrefois réservé aux dieux. La capacité de réécrire le code de la vie n'est plus de la science-fiction. C'est une réalité actuelle qui se déroule dans les cliniques et les laboratoires au moment où nous parlons. Ce pouvoir est époustouflant dans son potentiel de bien, offrant la promesse d'éradiquer des milliers de maladies génétiques qui ont affligé notre espèce pendant des millénaires. Il pourrait conduire à des cultures capables de résister au changement climatique, nourrissant un monde affamé. Il pourrait percer les secrets du vieillissement et du cancer, prolongeant et améliorant la vie humaine de manière que nous pouvons à peine imaginer. Mais ce même pouvoir nous force à affronter les questions éthiques les plus profondes que nous ayons jamais rencontrées. La ligne entre thérapie et amélioration, entre guérir une maladie et rechercher la perfection, est dangereusement mince. Le spectre des bébés sur mesure, d'un avenir où la richesse détermine le privilège génétique, n'est plus un problème philosophique lointain. C'est une possibilité technique qui frappe à notre porte. Le même outil qui peut corriger une faute de frappe causant l'anémie falciforme pourrait un jour être utilisé pour sélectionner des traits comme l'intelligence ou l'apparence, créant une nouvelle forme d'inégalité basée sur la biologie. Le choix n'est plus entre les mains de quelques scientifiques. Il nous appartient à tous. Feng Zheng comprend cela mieux que quiconque. Il a constamment appelé à une conversation publique, à la prudence
et à un consensus mondial sur les lignes rouges éthiques que nous ne devrions pas franchir, en particulier concernant les modifications héréditaires de la lignée germinale humaine. Il est le forgeron d'outils qui est profondément et à juste titre préoccupé par la manière dont ces outils seront utilisés. Son travail ne nous a pas fourni de réponses faciles. Au lieu de cela, il nous a présenté la question ultime, un défi posé à notre sagesse collective, à notre éthique et à notre vision de l'avenir de l'humanité. D'un jeune garçon immigrant en Iowa captivé par la magie de l'ADN sur un écran de cinéma, le parcours de Feng Zhang a été une quête incessante de l'outil parfait. Il n'a pas seulement étudié le code de la vie, il a cherché le pouvoir de le réécrire. D'abord avec la lumière, il nous a donné un interrupteur pour contrôler le cerveau. Ensuite, avec CRISPR, il a livré une fonction de recherche et remplacement pour le génome lui-même, déclenchant une révolution biologique. Il a enduré une guerre amère pour la reconnaissance, naviguant à l'intersection dangereuse de la science, du droit et du commerce, pour en ressortir plus concentré et plus créatif. Son travail a déjà commencé à guérir l'incurable, offrant de l'espoir à des millions de personnes. Mais son véritable héritage n'est pas une seule invention, mais un changement profond et permanent dans notre relation avec la biologie. Feng Zhang a remis à l'humanité la plume de l'éditeur pour le livre de la vie. L'histoire de ce qui se passe ensuite, les triomphes, les tragédies, les dilemmes éthiques, n'est plus la sienne à écrire seule. Elle est la nôtre.